bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la CFFC, c'est maintenant les grands rendez-vous écosystémiques. C'est là, on est sur le premier rendez-vous de cette année et on rappelle que ce format des écosystémiques comprend 4 séquences qui vont donc nous rassembler pendant 60 minutes. Nous allons commencer par l'œil de l'expert avec un représentant du Shift Project que je présenterai tout à l'heure, donc Laurent. Puis nous aurons la voix militante avec le témoignage d'une association particulièrement dédiée, engagée sur cette cause de la montagne et des enjeux territoriaux et de durabilité qui sont derrière. Et puis, on aura les témoignages. Dans notre réseau des fonds de dotation et des fondations, nous aurons aujourd'hui 2 fondations qui viendront présenter un certain nombre d'actions et nous terminerons avec la séquence Pensez-y au mois de mars, l'action concrète du moment. On reviendra dessus tout à l'heure sur une consultation citoyenne. Alors, sans plus attendre, et on va mettre en partage le PowerPoint, j'accueille Laurent Delquerou. Donc, Laurent, tu es au Shift Project, tu es exactement chef de projet stratégie et résilience et transition écologique des territoires. J'espère que je n'ai rien oublié. Et tu es entre autres co-auteur d'une publication passionnante que moi j'ai lue rapidement, mais que j'ai trouvé formidable, qui s'intitule Résilience et territoire montagne et qui est donc à destination des élus locaux, puisqu'on est effectivement sur des grandes problématiques de collectivité et de territoire en général. Alors, est-ce que tu peux peut-être, puisque tu es l'expert du jour sur la question de territoire, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments en 5 points clés? Il y a beaucoup de slides, je le sais. Qu'est-ce qui caractérise un territoire? Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Alors, ce qui caractérise un territoire de montagne, alors je vais peut-être commencer par dire d'où je viens. Là, sur cette diapo, on voit une infographie sur le Shift Project. Le Shift Project, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est une organisation, c'est un think tank qui s'intéresse aux enjeux de la transition en général, mais en particulier sous l'angle des enjeux climat et énergie. Donc, vous avez sur cette infographie la représentation des 2 très très bonnes raisons pour lesquelles il faut sortir le plus vite possible des énergies fossiles, pour lesquelles il faut procéder à cette libération de l'économie de la contrainte carbone, la raison climatique sur laquelle on va revenir évidemment, mais aussi la raison de la dépendance énergétique, dépendance aux énergies fossiles qu'on ne produit pas, quasiment pas en Europe. Et donc ça, c'est le sujet clé du Shift Project. Et c'est avec ces lunettes-là aussi que je vais vous parler de ce qui caractérise peut-être de notre point de vue les territoires de montagne. Alors les deuxièmes lunettes que je vais porter, ou plutôt le deuxième verre des lunettes, c'est ce regard en termes de résilience. On a repris à notre compte cette notion de résilience des territoires. Résilience, c'est donc être capable d'anticiper et de faire face aux épreuves, aux chocs, de se transformer pour mieux les prévenir et les résister. Et donc, on parle de résilience des territoires en général et de la montagne en particulier. Ça va être par rapport à toutes les conséquences, aux bouleversements liés aux conséquences du dérèglement climatique, mais aussi aux conséquences et aux bouleversements que cette transition écologique, cette transition énergétique va occasionner sur le fonctionnement, sur l'économie des territoires. Un seul exemple, vous savez que toute notre économie est complètement addicte au pétrole, aux énergies fossiles. Vouloir réduire notre consommation, notre dépendance aux énergies fossiles, c'est un bouleversement très important et on verra que pour la montagne, beaucoup d'activités comme ça sont très, très dépendantes des énergies fossiles et c'est un vrai enjeu. Alors maintenant, on m'a demandé d'introduire un peu le sujet de la montagne. Si on s'intéresse, les cahiers dont Sandrine a parlé, c'est justement une volonté d'adresser, d'interpeller les acteurs sur ces enjeux climat, énergie et l'objectif à 2050. Alors moi, je parle le webinaire, il est sur 2030, mais au Shift, on s'intéresse beaucoup à l'horizon un peu plus lointain de la neutralité carbone à 2050 et l'objectif que la France s'est fixé de sortir des énergies fossiles à cet horizon-là. Mais peu importe l'horizon, quand on veut toucher les gens et les convaincre qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action locale des territoires,
il faut autant que possible être spécifique et parler leur langue et parler en fonction des spécificités de leur territoire. C'est pour ça que l'on a fait plusieurs cahiers, dont celui de la montagne qui m'amène avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai hésité à vous présenter des diapos, mais je me suis dit que en vous montrant même rapidement certaines belles diapos et infographies qu'on avait fait réaliser par des artistes, ça vous donnerait envie de consulter et de télécharger nos publications qui sont en libre accès sur le site de The Shift Project. Cette infographie très riche, je vais passer vite. C'est juste pour rappeler que la montagne, c'est donc, vous le voyez à droite, 22% du territoire métropolitain et 7% de la population française, avec une surreprésentation de certains sujets sur lesquels je vais revenir. La forêt en particulier, la forêt est particulièrement présente sur les territoires de montagne, avec une densité, avec une capacité à stocker le carbone aussi très supérieure à la moyenne des forêts françaises. Il y a un enjeu de biodiversité, un type d'agriculture qui est principalement l'élevage. 75% des exploitations agricoles en montagne sont de l'élevage, et notamment de l'élevage bovin. Donc là aussi, il y a un enjeu. Et puis, il y a cet enjeu du tourisme, la place du tourisme. Je pense qu'on va y revenir pendant cette heure. Voilà, quelques caractéristiques fortes qui vont expliquer les 4 familles d'enjeux que nous, on a retenues. Les territoires de montagne ont beaucoup, bien sûr, de similitudes avec d'autres territoires ruraux en particulier, mais là, on va se concentrer sur quelques spécificités avant d'aller plus loin. Alors justement, une des spécificités des territoires de montagne, c'est que ils sont à la fois globalement plus préservés, avec une richesse de biodiversité, d'écosystèmes qui, par le relief, fait que on reste encore largement préservé avec une qualité exceptionnelle. Et en même temps, aujourd'hui, on observe que la montagne est beaucoup, beaucoup plus sensible au dérèglement climatique que d'autres territoires, et notamment le réchauffement est beaucoup plus fort. On estime que ça se réchauffe à peu près 2 fois plus en montagne qu'en moyenne sur le reste du territoire. Sur cette infographie, vous voyez aussi des éléments que vous connaissez déjà, comme la réduction évidemment du niveau d'enneigement sur lequel on va revenir, ou tout simplement avec le réchauffement, la quantité d'évaporation et la quantité d'eau disponible pour la croissance des plantes qui est beaucoup moins forte et qui a réduit ces 30 dernières années. Pourquoi j'en parle? Parce que ça va avoir un impact très fort sur l'agriculture, sur l'élevage, sur les prairies, sur l'approvisionnement en fourrage, qui est quand même structurant dans l'économie agricole de la montagne. Ça, il ne faut pas l'oublier, puisque ce qui est mentionné aussi sur cette infographie, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour beaucoup de territoires de montagne, c'est le risque d'incendie qui, ces dernières années, a beaucoup augmenté. Mais là aussi, on pourrait développer. Alors, quelles sont les 4 grandes familles Non, moi, d'enjeux, je fais. les 4 grandes familles d'enjeux que l'on a mis en évidence? Bon, pour des raisons, pour des raisons un peu d'impact, on avait fait des travaux qui reprenaient des enjeux propres à la ville et à la campagne. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vais vraiment, je le répète, me concentrer sur les enjeux spécifiques. Le premier enjeu, première famille d'enjeux, c'est quand même un enjeu déterminant, c'est la place de l'eau, l'enjeu de l'eau. Vous savez que les montagnes, c'est le château d'eau de la France, que l'eau qui est en montagne, elle va être utilisée de plein de façons différentes. Et donc, que ce soit la production d'énergie, l'industrie, l'eau potable, le tourisme, l'agriculture, bon, on pourrait multiplier, et que ce soit sur les territoires de montagne ou bien sûr en aval. Donc la question de l'eau, elle est centrale, sa disponibilité, son partage, la façon dont on va dans les années à venir être capable d'intégrer la réduction de la disponibilité de l'eau et toutes les tensions que ça va générer est un élément déterminant. Je ne développe pas davantage. J'ai évoqué un peu l'agriculture. L'agriculture, c'est quand même important parce que une agriculture qui était basée beaucoup sur les prairies, qui l'est encore. On observe aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, un dérèglement aussi des pratiques agricoles, des pratiques d'élevage.
une vulnérabilité sur les fourrages. Et puis ces prairies, de plus en plus, leur capacité de stockage du carbone, vous avez tous entendu parler des puits de carbone, c'est-à-dire la capacité d'absorber du carbone chaque année, mais il y a aussi le stockage du carbone dans les sols, et notamment dans les prairies, qui est un élément très très important, aussi important que dans les forêts. Et donc ça, il y a un sujet aussi de transformation des pratiques agricoles, de retournement des prairies, qui est très, très préoccupant. Et on a perdu comme ça, on estime 14% de capacité de stockage de carbone ces dernières années dans les prairies. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. Il y a un enjeu évidemment aussi plus large sur l'agriculture. Le deuxième enjeu fort, la deuxième famille d'enjeux, c'est sur la forêt. J'ai commencé à l'évoquer, il y a une surreprésentation des forêts en montagne, il y a une qualité des forêts en montagne, il y a une capacité là aussi de stockage de carbone, on pense souvent aux forêts en matière de puits de carbone, de stock de carbone, qui fait que la question de la forêt, ce n'est pas qu'une question des territoires de montagne, c'est une question qui concerne l'ensemble du pays. Si on, voilà, les acteurs de la montagne sont d'une certaine façon euh, les responsables de l'atteinte des objectifs nationaux en matière de neutralité carbone, puisque une bonne partie du puits de carbone, du stockage de carbone repose sur leur choix de pratiques forestières. Et là aussi, la forêt, en montagne comme ailleurs, elle souffre beaucoup du dérèglement climatique. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais j'insiste sur cette place importante des forêts et le fait que c'est un écosystème qui doit se penser aussi à l'échelle de l'ensemble de la nation. Le troisième enjeu sur lequel je voulais insister, c'est évidemment la place très forte de l'économie touristique. Une économie très carbonée, ne serait-ce que parce que la mobilité est très carbonée, hein. Les visiteurs de la montagne se déplacent principalement en voiture. Euh, les infrastructures de transport sont très vulnérables. Euh, Bien sûr, on a tous en tête qu'avec la réduction de l'enneigement, la viabilité économique de plein de stations de ski est remise en cause, sachant qu'aujourd'hui, 90 je crois que c'est 82% du chiffre d'affaires du tourisme en montagne vient du ski, hein. Donc cette question-là, le fait que à l'horizon, dans 30 ans, là, on aura entre 20 et 30% de neige en moins, que les stations à 1500 mètres, il n'y en aura plus qu'une poignée qui sera viable économiquement. Ça nous interpelle. Et d'une manière générale, dépolariser ces territoires du tourisme, d'un tourisme qui parfois est un tourisme de masse, même l'été, qui met une très très forte pression sur les milieux, sur les écosystèmes. Ça, c'est un enjeu majeur et je sais que certains intervenants vont revenir dessus. La dernière famille d'enjeux que je veux évoquer, elle est évidemment liée aux caractéristiques même de la montagne, à son enclavement, à la dispersion des villages. Et donc, c'est les caractéristiques d'isolement qui sont évidemment des éléments de vulnérabilité. On est en bout de chaîne, en bout de réseau, donc on a des infrastructures qui sont sensibles avec le dérèglement climatique qui vont s'altérer plus rapidement. Il y a des enjeux d'accessibilité, il y a des enjeux de sécurité. Voilà, on a tous en tête des drames qui ont eu lieu en montagne, des éboulements qui cassent les infrastructures. Voilà. Et à côté de ça, cet isolement, certaine façon, ces contraintes sur le mode de vie, hein, eh bien, on peut les valoriser, hein. C'est ce qu'on essaie de développer dans nos travaux, montrer que cette identité montagne, ce patrimoine culturel de la montagne, c'est aussi un gage de résilience et ça peut être sinon un modèle, en tout cas une source d'inspiration pour les acteurs de la montagne, mais aussi d'autres territoires. Encore faut-il revenir un peu à ces fondamentaux, à ce patrimoine culturel de la montagne. Voilà les quatre grandes familles de caractéristiques. Et puis pour terminer un peu ce lancement, cette introduction, je voulais revenir sur 5 principes d'action qui ne sont pas spécifiques à la montagne, mais qui sont un petit peu, quand on nous demande
voilà, comment faire le tri, comment choisir un peu les actions à mener pour être plus résilient, pour réussir cette transition écologique. Eh bien, on présente ces 5 principes. Le premier, paraît évident, mais il ne l'est pas, c'est déjà d'arrêter de faire mal. On sait pas toujours comment, ce qu'il faut faire et ce qu'il conviendrait de faire à l'avenir, mais on sait que déjà, si on arrêtait de développer des projets dont on sait très bien qu'ils sont absolument pas adaptés aux effets du dérèglement climatique qui est écrit, hein, qui est scientifiquement écrit pour les 20-30 prochaines années, qui n'est absolument pas adapté à un monde bas carbone, donc un monde où l'accès à l'énergie et aux énergies fossiles en particulier vont être de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Eh bien, déjà, si on arrêtait ce type de projet, on a plein d'exemples comme ça en tête où on a su s'empêcher de développer ces projets qui nous enferment dans un modèle dont on sait qu'il est obsolète. C'est le premier principe fort que je mets en évidence. Le deuxième principe, ça va être de commencer par ce qui prend du temps. C'est-à-dire que pour changer des comportements, que ce soit des comportements autour de la mobilité, de l'alimentation, de l'agriculture, que sais-je, il faut du temps. Et donc, il faut commencer par investir. Investir dans des modes de... Si vous voulez que les gens quittent leur voiture, il va falloir déjà investir dans des alternatives moins carbonées. Si vous voulez que les gens se déplacent autrement, pourquoi pas même en vélo ou en transport en commun, il va falloir que les équipements existent ou que les... donc ça, c'est un message important, ne pas hésiter à commencer à investir avant que les comportements ne changent. Les comportements ne changent qu'après qu'une alternative leur soit proposée. Le troisième principe, il paraît évident, c'est de maximiser l'éco-bénéfice. Les moyens sont contraints, ils le seront de plus en plus, moyens financiers, moyens humains, moyens techniques. Il y a un certain nombre d'actions qui cochent plusieurs cases. Souvent, ce qu'on cite, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, qui est bonne pour les gens, pour l'économie, pour l'environnement. Voilà. Quatrième principe, il est peut-être un peu plus complexe dans sa formulation, c'est de privilégier tout ce qui relève de la coopération. Personne n'a intérêt en matière de résilience à ce que son voisin soit dans le mal, hein, soit en difficulté, soit vulnérable. Et donc, le principe, il est assez simple, c'est de choisir toujours les projets qui renforcent les liens, qui renforcent la coopération entre les acteurs, les liens de solidarité, et qui font que chacun, avec ses ressources, va contribuer au mieux à des objectifs partagés. L'objectif partagé, ça peut être justement sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. Ça peut être pour les uns d'entretenir le puits de carbone qu'ils entretiennent. Pour d'autres, ça va être de mettre leurs moyens pour changer les pratiques de mobilité. Et puis le cinquième principe sur lequel je terminerai, c'est de s'appuyer sur les crises. Tout simplement, les crises, vous savez, elles sont pas optionnelles, hein. Il y a déjà, on a vécu, là on vit des enchaînements de crises. On sait qu'on va continuer à en vivre de plus en plus et des crises de plus en plus intenses, et notamment en montagne. Est-ce qu'on est capable, euh, avant que la crise n'arrive, de préparer des plans de transformation dont on sait que hors crise, ils vont être difficiles à mettre en œuvre, mais s'ils sont prêts, au moment où la crise est là, eh bien, les esprits et les moyens, souvent, sont un peu différents et nous permettent de réaliser des transformations et de ne pas juste reconstruire comme avant au lendemain de la crise. Voilà les quelques éléments que je voulais vous soumettre pour lancer nos débats. Et puis là, pour le coup, moi, contrairement à Fiona, un peu d'autopromotion avec les travaux du chiffre que vous pouvez trouver en ligne. On remettra tous les liens de toute façon voilà. vis-à-vis des participants. C'est très important de faire connaître toutes ces publications du Shift Project, effectivement, qu'on suit depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Laurent, pour cette introduction qui plante le décor et qui redonne aussi quelques grands principes d'action qui sont très utiles dans nos démarches d'engagement. Alors, nous entrons maintenant dans une séquence où on donne la parole à une association. Pour ce faire, j'accueille Fiona Mill,
Bienvenue Fiona. Donc, tu es présidente de l'association Mountain Wilderness France, qui est donc issue d'un mouvement international qui est très actif dans une dizaine de pays. Alors, c'est une association reconnue d'utilité publique, qui est agréée protection de l'environnement et qui agit depuis plus de 35 ans sur les questions de la montagne et surtout l'évolution des comportements, avec, je crois avoir bien compris, un gros volet de plaidoyer. Je cite aussi le fait que tu es co-auteur d'un livre qui, moi, m'a interpellée en tant que responsable RSE dans d'autres activités, qui s'appelle Réinventons la montagne. Voilà, donc là, on a affaire à une spécialiste du sujet et cette association dont tu es présidente, Fiona, est-ce que tu peux nous en dire peut-être 2, 3 mots et puis quelle position vous avez au niveau de l'ASSO et quelles sont vos attentes sur un grand sujet qui sont les Jeux olympiques et paralympiques qui se préfigurent en 2030 et qui doivent être accueillis par la France. Nous t'écoutons. Merci beaucoup. Oh là, désolée, j'ai un chat dans la gorge. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et puis merci d'être aussi nombreux pour s'intéresser aux enjeux de la montagne. Montagne Wilderness, en effet, c'est une vieille asso. En tout cas, on existe depuis 1988. Moi, j'ai la chance d'être sa présidente bénévole au niveau national. Et Montagne Wilderness a pour raison d'être de travailler sur la recherche d'équilibre, de cohabitation entre la protection de la montagne sauvage, parce qu'à la fois, on a une chance incroyable de vivre dans un pays qui accueille autant de montagnes, de milieux qui nous font rêver, mais qui, comme l'a dit Laurent, sont aussi fragiles. Donc, comment on protège ces milieux exceptionnels, mais à la fois, comment on les protège tout en considérant, bien évidemment, que les montagnes sont aussi des espaces de vie, des lieux qui sont traversés, habités, qui sont pratiqués. Et donc, nous, l'association va justement essayer de trouver cet équilibre, cette cohabitation. Et ce n'est pas toujours facile, mais ça nous paraît essentiel. Donc, juste en quelques mots, donc Mountain Wilderness France, on est une association donc, nationale. On travaille sur l'ensemble des massifs depuis 35 ans. Et on va travailler sur un large panel de sujets. À la fois les questions d'aménagement des territoires de montagne. On va aussi questionner la mobilité, la protection des espaces naturels, les pratiques sportives, l'économie, le tourisme, bref, tout ce qui fait nos territoires de montagne, des territoires de montagne à vivre, mais aussi des territoires de montagne sauvages. Et bien évidemment, quand je dis cela, quand on regarde la montagne avec un regard systémique, eh bien, nous avons été amenés à réagir lorsqu'il y a eu l'annonce de l'organisation des Jeux d'hiver pour 2030, donc par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, parce que ces Jeux d'hiver, ce ne sont pas juste un événement international de 2 semaines qui vont avoir lieu dans les Alpes en 2030. C'est un événement sportif de grande ampleur, on peut en discuter, comme on a pu échanger autour des enjeux des Jeux de Paris et de leurs impacts négatifs et positifs. Mais les Jeux d'hiver dans les Alpes, c'est plus que ça. Ils ont un poids culturel qui est important et qui nous pose question, parce que finalement, ces Jeux d'hiver, ils sont structurants pour nos politiques montagne. Et si on se tourne un peu vers le passé, si on regarde par exemple les Jeux d'hiver de 68 à Grenoble ou les Jeux d'hiver d'Albertville, on voit bien qu'ils ont été le moteur aussi de politiques publiques de soutien au sport d'hiver pour nos montagnes et donc de politiques touristiques, de politiques de développement, bref, vraiment des choses structurantes pour nos montagnes. Et aujourd'hui, moi, ce que je vais vous inviter à questionner, c'est peut-être leur cohérence entre justement les défis que traversent nos montagnes actuellement et le poids culturel que ces Jeux d'hiver peuvent porter. Parce qu'en effet, Laurent l'a expliqué, nos territoires de montagne, elles sont pour moi un point de bascule. À la fois, comme je disais, on a de la chance, ces territoires de montagne, ils sont exceptionnels, ils sont grandioses, ils sont incroyablement riches, mais ils sont aussi profondément fragiles. Et en montagne, on est, en fait, clairement, on voit l'accélération des dérèglements en cours. Je vous ai mis la fonte des glaciers, je pense qu'on l'a tous en tête. Je suis dans les Pyrénées. Aujourd'hui, je rencontrais un glaciologue, Pierre René, qui me disait qu'il y a 15 ans, il étudiait les glaciers de la vallée de Luchon, qu'il y en avait 10 qu'il étudiait. Aujourd'hui, il peut en étudier qu'un seul parce que c'est le seul qui persiste. Donc, en effet, nos glaciers ils sont en train de disparaître à une vitesse qui est juste fulgurante. Et c'est un signal d'alerte très fort que nous envoient les montagnes et il faut savoir les écouter. Et il y a aussi tous ces des bouleversements naturels auxquels on peut penser, des éboulements. Il y a eu un éboulement la semaine dernière dans la vallée du Mont-Blanc, un éboulement en hiver. Je pense que ça a de quoi nous alerter. On peut penser peut-être aussi, et peut-être que certains reconnaissent la photo, au village de la Bérarde, dans les Écrins,
qui a été rayé de la carte cet été, justement par une lave torrentielle. Donc, en effet, en montagne, on vit l'accélération des dérèglements en cours, que ce soit l'accélération des effets du dérèglement climatique ou, bien évidemment, l'extinction de la biodiversité. Et ces impacts et ces effets naturels, ils ont des impacts très concrets sur nos modes de vie en montagne. C'est bien la montagne à vivre qui est remise en question aujourd'hui, l'habitabilité de nos territoires de montagne. On pense aux forêts, en effet, nos forêts qui sont en train en partie de dépérir avec la hausse des températures moyennes. On pense aux impacts sur l'agriculture, sur l'élevage, avec la sécheresse des pâturages. On pense aux enjeux de mobilité, comme l'a très bien rappelé Laurent. Comment on fait quand on vit en montagne pour ne pas dépendre de notre voiture, alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les services de transport en commun suffisants? On pense aux impacts sur les pratiques sportives, etc. Bref, on pose vraiment la question de la vivabilité de nos territoires de montagne. Donc, quand on parle de transition des territoires de montagne, j'ai bien envie qu'on regarde tout ce large panel de défis qui sont face à nous. Mais il y a un défi aussi qui est important, que vous connaissez, qui est le défi du tourisme. En effet, depuis les années 60 et le plan neige, nos territoires de montagne, on a une chance, c'est qu'on a pu développer une activité économique autour d'une ressource naturelle qu'on pensait inépuisable, renouvelable, qui s'appelle la neige. On parle même des fois d'or blanc, parce qu'en effet, cette économie des sports d'hiver, elle a permis des populations de s'installer sur des territoires, elle a permis de créer de l'emploi, elle a permis de vivre en montagne. Et nous, on ne revient pas sur cette histoire, même s'il y a eu bien évidemment des impacts environnementaux. Mais à aujourd'hui, la véritable question, c'est bien celle de la transition de ce modèle touristique. Parce que les photos que je vous montre aujourd'hui, elles invitent à enclencher un virage. La photo que vous voyez à gauche, c'est une photo de Champs-Rousse, c'est la station que je vois depuis ma fenêtre. C'est une photo qui a été prise début février 2024. Bon, les conditions d'enneigement ne sont pas au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on essaye d'adapter la montagne pour faire perdurer un modèle économique, finalement avec des aménagements, des infrastructures? Je vous ai mis une photo de canon à neige, donc on n'est pas les seuls à dire que ce type d'infrastructure conduit à une maladaptation de nos territoires de montagne. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est une forme de pansement pour faire perdurer une activité économique qui est en train de s'essouffler, comme l'a rappelé la Cour des comptes en février 2025. Mais cette question finalement du tourisme, je vous ai mis également un article où on se dit finalement, comment est-ce qu'il y aura de la neige cet hiver et comment nos stations de moyenne montagne s'y adaptent? Tout le monde est en train de se la poser en montagne aujourd'hui. Tous les territoires de moyenne montagne sont face à ce défi. Comment on ne s'endette pas dans un modèle qui est en perte de souffle, mais comment on accompagne cette transition pour éviter qu'il y ait bien évidemment des dégâts sociaux, sociétaux, et on pense bien évidemment à tous les emplois qui y sont liés. Et donc ce virage, il nous paraît plus que nécessaire, il nous paraît totalement vital pour nos territoires de montagne. Et c'est pour ça que chez Montagne Wilderness, nous questionnons véritablement nos perspectives pour nos montagnes en 2030. Qu'est-ce que nous souhaitons pour nos montagnes en 2030? Et là, je refais le lien avec les Jeux d'hiver qui sont prévus. Est-ce que nous souhaitons continuer à faire rêver autour des sports d'hiver en 2030 dans des montagnes qui malheureusement sont en train de fondre et on en est tous déçus? Je pense qu'il n'y a personne qui se réjouit du fait qu'on ne puisse plus glisser demain en montagne comme on le souhaitait, du fait de voir des stations en train de fermer ou être en véritable difficulté financière, de voir des communes s'endetter autour de cela. Malheureusement, le constat, il est là. Il faut qu'on arrive à être lucide. Et c'est cette lucidité qu'on invite à questionner. Est-ce que nous souhaitons mettre toute notre énergie pour continuer à faire vivre ce rêve de sport d'hiver, ou au contraire, est-ce qu'on souhaite mettre toute notre énergie, mais aussi nos finances, que ce soit nos finances publiques, mais aussi nos finances privées, pour accompagner l'écriture d'un nouveau chapitre pour nos territoires de montagne? Et nous, on en est là aujourd'hui. On pense qu'il faut écrire un nouveau chapitre dans la grande histoire des territoires de montagne. Un chapitre qui soit lucide face aux défis qui sont face à nous. Et vous le savez, ils sont quand même immenses, mais qui peut être aussi potentiellement très motivant, très inspirant. Parce qu'on a de la chance en montagne, on a beaucoup d'énergie humaine. Et en plus, on vit dans des territoires qui sont grandioses. Et donc, Montagne Wilderness, on s'attache beaucoup à accompagner la transition des territoires de montagne. Comment on fait pour soutenir à la fois les collectifs citoyens, les entrepreneurs, les associations, les élus qui essayent au quotidien de se mettre en mouvement pour repenser leur manière de vivre en montagne dans le respect des enjeux planétaires que nous a présenté Laurent, mais aussi dans le respect de ces écosystèmes naturels.
à la fois une chance, mais peut-être aussi une responsabilité à vivre autrement en montagne, même si cela n'est pas facile. C'est ce que j'ai essayé de travailler dans le livre que j'ai pu écrire en novembre, qui s'appelle en effet Réinventer la montagne, Alpes 2030, un autre imaginaire est possible. La référence 2030 est bien évidemment là. Et je pense que oui, un autre imaginaire est possible et surtout d'autres visions, d'autres modes de vie sont possibles dans nos territoires, des modes de vie qui soient profondément lucides, mais aussi désirables. Mais pour cela, nous avons besoin d'en parler, nous avons besoin de soutien. Et c'est pour ça que l'association, nous avons lancé lundi soir une grande consultation au niveau national où on invite tous les habitants des montagnes, mais aussi toutes les amoureuses et amoureux des montagnes à répondre à cette question très simple, mais qui est peut-être fondamentale. C'est quelles sont vos idées pour protéger et faire vivre les montagnes en 2030? Parce que finalement, pour nous, j'ai envie de dire presque la pire des choses, ce serait qu'en 2030, oui, nous fêtions les sports d'hiver, mais qu'à côté, il n'y ait rien d'autre qui émerge. Parce que si l'avenir de nos montagnes, si la seule perspective commune qu'on se donne pour 2030, ce sont d'accueillir les JO, peut-être qu'on va passer à côté de l'essentiel. Fondamentalement, ce que l'on pense chez Montagne Wilderness, c'est que nos montagnes, elles méritent mieux que cela et qu'il est temps de mettre toute notre énergie dans ce nouveau chapitre. Merci pour ton énergie, Fiona. C'est vraiment très inspirant, très positif, cette idée de penser la montagne demain. On reviendra en détail en fin de notre écosystémique sur les détails de cette consultation. Je me tourne maintenant vers Stéphane Lozakmer de la Fondation en Action Petzel. Alors, Stéphane, tu es chef de projet mécénat. Donc dans cette fondation d'entreprise qui est la Fondation Petzel, qui a été créée, je crois, il y a une dizaine d'années. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, peut-être nous redonner quelques éléments sur cette fondation, qu'on comprenne bien son action, et puis nous parler de différentes actions. Il y a notamment un appel à projet commune avec, je crois, avoir noté Snow Leaders. Enfin, il y a tout un ensemble d'actions qui sont intéressantes peut-être à repartager avec nous pour voir et donc témoigner et illustrer des propos d'action par rapport à ce matin, et puis aussi une action avec Ski Tourengourou et Yeti. Voilà, j'en dis pas plus, je ne veux pas déflorer. On t'écoute. C'est à toi de nous présenter cette fondation Petzel qui est extraordinaire. Merci Sandrine et merci Yoko pour l'organisation de cet événement. Tout est très lié, justement. On a parlé de coopération. Laurent a parlé de coopération tout à l'heure et je trouve que c'est très intéressant. Et vous allez voir, je vais vous en parler aussi un petit peu. Alors, pour revenir sur la Fondation Petzel, c'est une fondation d'entreprise, effectivement, qui a été créée par Paul Petzel, qui en est le président. Une fondation qui travaille dans les mêmes univers que l'entreprise, puisque Petzel, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est un fabricant de matériel de montagne, tout ce qui permet de monter des ceintures cordes dans le milieu professionnel ou dans le milieu du sport en montagne. Et j'insiste un petit peu sur le fait que Paul Petzel, quand il a voulu créer cette fondation, donc en 2006, c'était pour servir le milieu qui a permis à l'entreprise de se développer. Donc, quelque part, c'est dans un retour à la communauté, aux communautés qui sont autour de nous, les communautés montagnes, dont font partie justement Montagne Wilderness ou d'autres, dont on va parler tout à l'heure. Alors, pour vous donner quelques chiffres, on a déjà, depuis 2006, contribué à soutenir des projets à hauteur de 7 millions d'euros, plus de 7 millions d'euros d'engagés, dont 5 millions d'euros pour des contributions au projet, ce qui fait à peu près plus de 72% des emplois, en fait. Et pour nous, c'est important de redistribuer cet argent aux associations directement. Et donc, 350 projets soutenus environ à ce jour. Donc, on a 3 axes. Je vous disais que c'était dans les mêmes univers que l'entreprise, que Petzel. C'est pour prévenir les accidents, puisque Petzel fabrique ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Pour nous, ça paraissait essentiel de travailler sur cet axe-là. On y reviendra un petit peu plus tard. Accompagner la transition écologique, mais bien entendu, bien évidemment, c'est urgent. On y reviendra aussi. Et puis, dernier axe sur découvrir la montagne, qui est pour la découverte de la montagne pour les personnes qui en sont éloignées pour des raisons physiques, de handicap par exemple, handicap physique, handicap mental aussi, ou bien pour des raisons sociales, le fait que découvrir la montagne, ce n'est pas donné à tout le monde. Chez nous, à Grenoble, on a beaucoup de gens qui habitent dans des quartiers où ils voient la montagne tout autour d'eux et ils ne peuvent pas y aller pour des raisons financières, pour des raisons culturelles.
Et donc, notre objectif, c'est aussi de faire découvrir cette montagne à vivre dont parlait Fiona tout à l'heure, qui est essentielle pour nous. Alors, si tu parlais tout à l'heure, Sandrine, du fait qu'effectivement, on a lancé un appel avec la fondation Snow Leader depuis 3 ans maintenant. Donc là, on arrivera à notre 4e appel à projet. Et l'objectif, c'était à la fois de s'unir pour agir ensemble. On parle de coopération, donc de se rassembler entre fondations pour soutenir des projets communs. Et ça multiplie justement notre impact sur les choix qu'on a faits. Et là, il s'agit de agir pour la transition écologique en montagne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est essentiellement de réduire les émissions carbone. Laurent l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez noté sans doute que 52% de l'empreinte carbone du ski vient des transports. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Nous, on va aider les associations, en tout cas, qui s'engagent dans ces processus pour réduire les émissions de carbone. Donc, on parlera essentiellement de mobilité douce, par exemple. Et nous, on travaille avec Mountain Wilderness, dont Fiona nous a parlé à l'instant, sur des actions comme changer d'approche. Changer d'approche, c'est quoi? Au lieu de prendre sa voiture de manière individuelle et d'augmenter les impacts, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter d'aggraver le problème dont parlait Laurent tout à l'heure? C'est de donner des informations sur comment on peut aller en montagne sans prendre sa voiture individuelle. Donc, il y a la campagne Changer d'approche de Mountain Wilderness. Peut-être que justement, Julien va nous donner le lien sur cette campagne dans le chat. Et on a aussi travaillé avec Alpine Express pour aller en montagne en train. Donc, pour justement les personnes qui viennent d'Europe du Nord, par exemple, pour éviter de prendre l'avion, on peut essayer de prendre le train. En France, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup il faut changer de train régulièrement. Donc, donner des informations pour améliorer la compréhension du train et prendre le train plus facilement. Laurent parlait aussi tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la biodiversité. Il y a par exemple, avec la LPO, on a soutenu une action qui est de créer des mares en zone alpine. Ça s'appelle Alpimar et c'est super intéressant parce que ça permet les zones alpines. Les mares en zone alpine permettent justement d'absorber le carbone. Et puis, d'autres actions qui sont menées avec la Fondation, c'est Sylvact, dont Audrey peut-être pourra en parler tout à l'heure parce que j'ai vu qu'elle était là aujourd'hui. Donc, pour protéger les forêts en montagne notamment, avec diverses actions, ou Rivière Sauvage, qui est une association qu'on soutient depuis peu pour protéger les rivières en montagne. D'autres sujets donc, pour prévenir les accidents, puisque c'est un axe important pour la Fondation Petzl, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le risque d'avalanche. Alors, pourquoi je parle de ça? En fait, moi, ça me paraissait essentiel de parler aussi des zones non aménagées en montagne. Tout à l'heure, Fiona a parlé des zones, des stations de ski, bien entendu. Alors, en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes vont pratiquer des activités en montagne qui sont en dehors des zones sécurisées des stations, donc des zones non aménagées, le ski de randonnée qui se développe beaucoup en France et en Europe par ailleurs. Et nous souhaitons en fait donner à ces primo-pratiquants, des pratiquants qui démarrent cette activité, des outils pour mieux gérer leurs risques en montagne. Alors, quels sont ces outils? On a 2 outils en particulier qui sont ce sont des applications web menées par Yeti, qui est sur Camp2Camp, et Ski Touring Guru, dont je vous mettrai les liens tout à l'heure sur le chat. Et puis, on a développé effectivement toute cette application pour aider les personnes qui vont en montagne à mieux gérer leurs risques. Alors, comment on peut gérer les risques d'avalanche? On ne va pas empêcher une avalanche de se déclencher, c'est évident. En revanche, on peut trouver des itinéraires pour éviter les zones avalancheuses. Et c'est là-dessus qu'on travaille. D'une part, avec Ski Touring Guru qui numérise en fait tous ces itinéraires, qui va nous dire, grâce
à la pente, puisque les avalanches se déclenchent essentiellement quand les pentes sont plus raides, mais aussi le bulletin des risques d'avalanche qui est publié chaque jour en France, 2 fois en Suisse, 2 fois par jour en Suisse. Et on travaille aussi en partenariat avec l'IGN pour déployer ces mêmes itinéraires qu'on a développés avec Ski Tour & Guru sur le géoportail, donc le site national de France, qui est porté par l'IGN, pour mieux connaître quelles sont les zones dans lesquelles on peut aller de façon sécurité. Alors ça, ce sera avec Ski Tour & Guru, mais ce qui nous a permis de développer énormément d'itinéraires. On en est à près de 4000 aujourd'hui, qui vont permettre de mieux savoir où l'on peut aller quand on pratique des activités hivernales. Alors, ces itinéraires existaient déjà. C'était pour ceux qui connaissent, des itinéraires qui étaient tracés en bleu sur les cartes de l'IGN. Aujourd'hui, vous allez les retrouver, vous les voyez là sur l'écran, en orange. On en a développé énormément, bien plus. Ils prennent en compte justement la question des risques et donc parfois ça va prendre un itinéraire qui sera un peu décalé par rapport à ce que l'on peut imaginer au départ pour pouvoir éviter des zones avalancheuses, mais ça permet aussi de déployer énormément de nouveaux itinéraires. Et là, justement, on vient d'ouvrir des nouveaux itinéraires dans le massif du Mont Blanc, par exemple. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous, qui permettent justement, on parlait d'adaptation tout à l'heure, pratiquer la montagne de manière différente. Une montagne qui est sauvage, ski de randonnée, c'est en dehors des zones sécurisées des stations, dans des zones non aménagées, et qui permettent aussi de découvrir cette montagne de manière différente, et plutôt que de toujours aller dans les mêmes endroits, dans les stations de ski. Voilà, alors après, ce qui nous intéresse aussi, que ce soit par rapport à l'appel à projet de transition écologique ou ces travaux que l'on peut faire, c'est de soutenir des collectifs, des associations, des collectifs qui agissent pour demain, qui s'engagent à protéger nos montagnes dans l'avenir, préserver la biodiversité et encourager la sensibilisation au changement climatique. Merci. Je suis obligée de faire avancer puisque le temps malheureusement coule dans le sablier. Merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage. C'est très varié toutes ces actions de PSL et ça illustre aussi, je tiens à le souligner, la coopération entre acteurs, entre fondations sur ces sujets qui finalement sont beaucoup plus larges que ce que l'on pouvait imaginer autour des questions de la montagne. Alors je me tourne vers notre deuxième fondation du jour et on accueille donc Dominique Créziac, notamment pour la chaire tourisme durable de la Fondation Université Savoie Mont-Blanc. Alors, Dominique, vous êtes professeur des universités en marketing, donc à l'Université Savoie Mont-Blanc. Vous êtes directrice de la chaire que je viens de citer, donc qui est une chaire de recherche sur le tourisme durable. Vous êtes aussi au laboratoire IREG, qui est porté par la Fondation. Peut-être que vous pouvez nous partager avec nous quelques mots sur cette chaire qui est extrêmement intéressante dans ces thèmes de recherche et peut-être en tant que spécialiste du comportement du consommateur qui vient à la montagne, comment se comporte-t-il sur l'environnement et sur le tourisme, qu'est-ce qui se passe et peut-être qu'est-ce qu'on observe comme grandes évolutions de comportements actuels pour qu'on comprenne bien les enjeux et puis quelques exemples d'évolution peut-être de ce qui peut se faire dans certaines stations où il y a des actions qui sont particulièrement inspirantes à partager avec nous. La parole est à vous. Alors, je veux bien que vous remettiez la précédente, s'il vous plaît. Voilà. Vite, alors, voilà. Juste quelques mots, effectivement. Merci beaucoup de votre accueil et merci aux autres intervenants. C'était passionnant, j'ai pris plein de notes. Et l'idée de notre fondation, de la fondation USMB, c'est effectivement une fondation partenariale qui s'appuie sur l'Université Savoie-Mont-Blanc et sur un écosystème particulièrement bien maillé sur les territoires alpins, notamment de montagne. Donc, cette chaire, c'est une chaire de recherche. Et son objet, c'est de rapprocher ce qui se passe dans les laboratoires et les objets de nos études, qui sont en l'occurrence, en ce qui concerne le tourisme, les territoires de montagne. Donc, mon enjeu, quand j'ai lancé cette chaire, c'était d'aller chercher des partenaires qui avaient envie de soutenir et de regarder un peu plus près ce qui se passe en termes de recherche sur nos sujets, mais aussi d'inviter des collègues chercheurs à venir déployer leurs compétences en management, en marketing,
ou en stratégie. D'habitude, ils travaillent sur des entreprises ou d'autres types de consommation, mais là, j'ai eu envie de les inviter à venir raconter des choses sur des territoires de montagne. Alors, on est soutenu, c'est ça qui est assez intéressant, à la fois par des acteurs mécènes qui sont des acteurs qui soutiennent la recherche de façon générale, comme la Caisse des dépôts, mais aussi par des acteurs économiques, des destinations. Vous le voyez là, de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Alors, elle a disparu entre-temps, mais qui était une institution chargée de la promotion des territoires touristiques de montagne dans les Alpes. Également des aménageurs de la montagne, un syndicat professionnel, mais aussi des associations de protection de l'environnement qui travaillent sur la transition, et puis des institutions plus liées à l'académisme. Donc tout ce monde-là essaie de travailler ensemble. Alors on a établi un programme de recherche. L'idée n'est pas de rentrer dans le détail, mais pour vous montrer le genre de sujet qu'on traite. Je veux bien qu'on voit la suivante. Alors typiquement, on n'a pas du tout une prétention d'exhaustivité, et ce qu'on fait, ça s'inscrit aussi dans la complémentarité, d'une part, de ce que font bien entendu les acteurs qui travaillent sur la montagne à titre associatif, comme on vient de le voir, mais d'autres collègues dans d'autres disciplines qui travaillent sur la question de la transition en montagne. Donc, on a tout un ensemble de collègues qui vont travailler sur la question des business models en montagne, en posant le fait que parfois, et souvent, ce qui va bloquer dans les réflexions collectives sur la transition, c'est la question du business model, c'est-à-dire quel pourrait être un modèle d'affaires, non pas pour remplacer, mais pour prévoir d'autres viabilités économiques des territoires de montagne lorsqu'une ressource majeure, qui est la neige, et donc de façon conséquente le ski, sont en perdition, et dont on prévoit leur arrêt dans les décennies qui viennent. Donc comment est-ce qu'on peut aider des destinations à piloter cette question-là sans se bloquer d'entrée de jeu sur la question de la viabilité économique? On a également une doctorante qui travaille sur les imaginaires de la transition dans les territoires de montagne, pour montrer comment ces outils-là peuvent être utilisés pour mobiliser de façon large sur des territoires, parce que l'ensemble de ces démarches, évidemment, se mènent de façon partenariale. Alors, on mène d'autres projets. Je ferai un petit focus là-dessus sur une dimension plus usager de la montagne. Alors, on a des collègues qui travaillent sur la question du mécénat, non pas par des entreprises, mais pour le coup par des touristes, en essayant de les imaginer comme potentiels contributeurs des destinations qu'ils visitent. Et je viendrai après à l'idée qu'on a des webinaires qui vont se dérouler en mars-avril. Alors, je vous inviterai à venir écouter notre collègue qui parle de ça. Je vais faire un petit focus pour donner un exemple de travaux qu'on peut mener en réponse à votre question, Sandrine, sur des usages. Alors, typiquement, nous, quand on va regarder des usagers de la montagne, moi, je ne veux pas dire des consommateurs, et c'est bien là que peut-être se trouve une des tensions qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on constate vraiment, et là, je pense que c'est convergent avec ce que viennent de dire les personnes précédemment, qu'il y a une appétence en fait importante pour l'activité de montagne au-delà du ski. Et notamment, on a vu vraiment se développer, tous les territoires constatent, les territoires de moyenne montagne notamment, constatent un renouveau de leur clientèle et de leurs usagers. Et alors le souci, c'est que ce renouveau, il ne s'exprime pas exactement comme c'était prévu. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de gens qui randonnent, plus de gens qui font du ski de rando. D'ailleurs, on a fait un programme de recherche sur le ski de rando. On a plus de gens qui bivouaquent, plus de gens qui vont se baigner dans des lacs de montagne, plus de gens qui vont utiliser la montagne. Alors à la fois comme source de bien-être, et ça c'est formidable, notamment une montagne de proximité. Mais ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, notamment environnementaux. Parce que finalement, ça conduit à des conflits d'usage, ça conduit à ce que les parcs naturels, par exemple, nous disent qu'il n'y a plus de zone de quiétude pour les animaux, qu'il y a tout le temps des gens partout, en hiver avec le ski de rando, en été avec le vélo à assistance électrique, qu'il faut commencer à réglementer l'accès aux lacs de montagne parce qu'il y a trop de baigneurs. Je parle bien de baigneurs, ce n'est pas seulement des gens qui passent à côté. Donc, il y a vraiment cette tension entre une appétence renouvelée et puis qu'est-ce qui est fait de cette appétence. Finalement, on voit bien que le territoire de montagne, il va créer de la valeur, une valeur même sociale, une valeur de bien-être, du bonheur, de la joie de vivre, et c'est extrêmement important pour la collectivité et les individus. Et à côté de ça, il peut potentiellement y avoir aussi de la destruction de valeur sur place, parce que les territoires ne sont pas forcément adaptés
pour accueillir ces nouveaux usages. Et en plus, ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Parce que finalement, si on creuse un peu en discutant avec eux, et c'est bien légitime, ce qu'ils aimeraient, ce sont des visiteurs qui payent, des visiteurs qui contribuent économiquement. Et ça peut là aussi s'entendre. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, on est là pour regarder ce qui peut se passer. Donc ce qu'on essaie de formaliser, c'est de montrer que ces usages émergents, ils sont aussi des sources d'inspiration pour l'innovation. C'est-à-dire que peut-être cette demande, elle va s'exprimer sur des aménagements tout à fait minimalistes et non pas forcément de la montée en gamme, parce que beaucoup de territoires, spontanément, ont envie de monter en gamme. Il y a cette espèce de croyance que c'est comme ça qu'on génère de la valeur économique, et pas forcément, parce que finalement, un certain nombre de territoires, je crois de là où est Fiona, par exemple, mais aussi dans le territoire des Bauges, juste à côté de Chambéry et d'Annecy, aménagent des camps, c'est-à-dire de camps de base pour essayer de limiter les conflits d'usage ou les dégradations liées au bivouac de moyenne altitude, tout en préservant le plaisir et le bonheur de venir en montagne pour ces personnes qui trouvent là des joies partagées et un bonheur absolument incommensurable, aussi dans des usages non économiques de ces territoires. Donc voilà le genre de sujet qu'on peut aborder dans nos travaux. Alors, un autre, j'ai encore quelques minutes pour le dire. Oui, pas de Oui. souci. Allons-y. Je veux bien qu'on reste encore, Passionnant. excusez-moi, encore sur la précédente. Merci. Un autre exemple de travaux qu'on peut mener, là aussi, je vous invite à venir écouter les restitutions qui vont avoir lieu en mars-avril, qui vous seront transmises après. C'est qu'on essaie, avec une autre équipe de chercheurs, de regarder finalement comment des destinations de montagne, alors plutôt des stations, pour l'instant des stations de ski, mais bon, qui peut-être réfléchissent aussi à leur dénomination, comment elles s'emparent collectivement de ces sujets de la transition. Et en fait, ce sujet de la transition, il s'est imposé à toutes ces destinations-là. Après, là où elles vont différer, c'est sur la façon dont elles vont s'emparer du sujet et la façon dont elles vont tenter d'y répondre. Donc là, on fait une série d'études de cas en regardant notamment des destinations qui s'engagent dans ce qu'on appelle des projets de territoire durable, en essayant d'avoir des démarches partenariales pour réfléchir ensemble, collectivement, à où on va, qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire en, je sais pas, 2030, 2040, 2050. Et puis, de façon conjointe, comment on y va? Par quoi on commence? Donc, ce qu'on essaie d'étudier en tant que chercheur, c'est justement cette articulation entre un souhait d'une vision collective partagée, comment elle se met en œuvre, c'est déjà très intéressant, mais aussi comment est-ce qu'on aborde la question du comment. Parce qu'effectivement, c'est vraiment très intéressant d'avoir une vision, de se dire 2030, une des destinations qu'on a observées, c'est Méribel, qui a lancé un projet de territoire sur Méribel 2038 pour fêter les 100 ans à l'occasion des 100 ans de la destination. Et on va regarder comment ils ont choisi les premiers sujets à aborder, comment ils ont essayé de se mettre d'accord par quel mécanisme de collaboration, de coalition, ils ont réussi à lancer sur les 4 premières années de leur programme des actions tout à fait concrètes, par exemple d'isolation thermique des bâtiments, de première action de décarbonation, etc. Comment est-ce qu'on se met d'accord sur la mise en route? C'est-à-dire que c'est à la fois très important de développer conjointement une vision, mais ensuite, il va falloir débloquer des budgets, choisir des directions prioritaires, et parfois, c'est plus facile, une fois qu'on a énoncé les grands sujets dont certains fâchent, eh bien, parfois, c'est plus facile de se donner de l'énergie collectivement en abordant les sujets les plus urgents. Ça rejoint ce que monsieur du Shift Project disait, les sujets qui sont les plus efficaces à court terme, ou même à long terme. D'ailleurs, ce par quoi il faut commencer, comment on se met d'accord sur les urgences. Donc, on essaie de formaliser un petit peu ça. On n'intervient pas sur ces destinations, on les observe avec leur accord pour essayer de mieux comprendre les mécanismes qui permettent d'avancer dans une direction, on va dire, de soutenabilité, même si ce terme peut porter à débat. Et nous, on est passionnés par ça. On regarde aussi, dans un autre registre, comment des démarches collectives de labellisation vont permettre de faire avancer certains sujets, de mettre des gens autour de la table qui se connaissent tous, mais qui n'ont pas forcément l'occasion de parler des questions d'environnement ensemble, alors que chacun dans leur coin peuvent mettre en œuvre une série d'actions. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien, je vous invite à regarder dans la slide suivante une série de webinaires qu'on va proposer pour à la fois partager nos résultats. Donc, on va parler des touristes mécènes, ça c'est, je crois, le premier séminaire. On va parler de ces aspects méthodologiques
qui croise finalement comptabilité privée, comptabilité publique, géographie et puis économie pour cartographier les business models et faire des points d'entrée dans la conversation. On va regarder les effets de labellisation et notamment Flow Convert, qui est une labellisation de démarche environnementale sur les stations. Et puis, le dernier séminaire, le 8 avril, autour des effets d'accélération que peuvent avoir des événements, des grands événements, on parlera un peu des JO, et les projets de territoire durable, là aussi, sur les trajectoires de destination de montagne. Donc, nous mettons tous les liens pour assister à ces webinaires dans le chat. Merci. On les remettra aussi dans l'email de remerciements à la fin. Voilà. Il y a aussi tout un ensemble de ressources. Exactement. Voilà, nous, notre enjeu, c'est le rôle de la Fondation, qui héberge plusieurs chaires de recherche, dont plusieurs sont liées à la montagne d'ailleurs. Son enjeu, c'est de produire, de soutenir et d'aider à produire des connaissances scientifiques. Donc, nous, on va les valoriser en publications scientifiques, mais il y a tout cet enjeu de partage, de vulgarisation, de discussion avec les acteurs du territoire et au-delà. Donc, du coup, on va retrouver des cahiers de recherche avec la Caisse des dépôts, quelques articles avec notre doctorante Angèle Richard, des petites publications dans The Conversation, qui est un média de vulgarisation scientifique. Donc, voilà, un petit peu de matière à penser. Nous allons mettre tous ces éléments-là à disposition de nos participants. En tout Merci. cas, ce qui est intéressant sur ce dernier éclairage, donc qui est le deuxième témoignage de nos fondations témoins du jour, c'est on découvre d'autres mots, on apprend qu'on peut être un usager, un consommateur, voire un contributeur de la montagne. Et je trouve que l'approche scientifique, et du coup qui est rassurante et parce que très structurée, c'est extrêmement impressionnant de voir comment ça peut mettre en exergue des angles qu'on n'avait pas anticipés, voire même les effets rebonds. Effectivement, on parle de vélo électrique en montagne. Ce sont des choses extrêmement concrètes. En tout cas, c'était passionnant. Un grand merci à tous les quatre, parce que là, on a eu, je crois, des témoignages tout à fait complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en termes de balise temporelle, on parle de 2030. 2030, c'est dans 5 ans. Ça arrive très vite, ces fameux JOP qui sont effectivement un excellent prétexte pour se poser très, très vite les questions, puisque de toute façon, ils vont avoir lieu, les JOP, on le sait bien, n'est-ce pas, Fiona? Et puis, effectivement, aussi d'être dans une perspective de 2050, sur lequel d'autres acteurs aussi dans d'autres territoires sont aussi en repère. Sans plus attendre, puisque le temps tourne, en tout cas, encore un grand merci à nos quatre témoins du jour. Vous avez été top. Comme d'habitude, je n'ai pas osé vous interrompre, c'était vraiment très riche. On va aller sur l'action du jour, la recommandation en ce mois de mars. C'est la dernière séquence de notre écosystémix, donc la fameuse consultation nationale. Lyoko, je me tourne vers toi pour que tu nous en donnes quelques détails. Et moi, je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt pour notre prochaine écosystémix qui, je pense, arrivera peut-être dans 2 mois. Lyoko, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Avant de perdre tout le monde qui va partir déjeuner, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je reviens sur le sujet qui a été abordé par Fiona. Donc, il s'agit d'une concertation citoyenne qui a démarré lundi 27, donc cette semaine, et qui est valable pour 9 semaines. Donc, ça veut dire jusqu'à fin mars. Vous allez avoir le lien dans le chat. Julien, merci de le mettre. Vous êtes déjà, les Français sont déjà à 32 526 propositions ou votants. Donc, l'objectif, c'est d'attendre 100. Ça se passe sur le site de make.org. La question posée, c'est quelles sont vos idées pour protéger et faire vivre les montagnes en 2030 ? L'idée, c'est que chaque citoyen peut faire des propositions qui commencent par « il faut ». Tous les citoyens pourront voter pour ou contre les propositions, mais pas de commentaires sur les propositions. Les organisations telles que vous ou nous pouvons avoir un compte pour poster notre propre proposition et valoriser le plaidoyer. Et enfin, nous, par exemple, on va intégrer le module IFREM dans le site Internet pour inciter à la consultation. Donc après, il y a un rapport d'analyse avec l'intégralité des posts sans aucune censure qui va être rassemblé, résumé et qui sera mis à disposition pour tout plaidoyer, argumentaire et proposition. Donc participez nombreuses et nombreux avant fin mars. Et j'ai fini